Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast quotidien MLS is back sur Culture Soccer. Votre hôte Adi Raphaël et aujourd'hui je reçois l'autre rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony de Varenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien et toi Adi? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, une fin de semaine très chargée avec de très très bons matchs et voilà, on commence les huitièmes de finale. On a déjà vu deux éliminés avant-hier, vous en avez parlé hier, un très bel épisode avec Lopo Avendano où on a vu New England et Montréal sortir de ce tournoi-là et Philadelphie et Orlando, les deux sensations de ce début de saison qui passent au prochain tour. Donc c'est quand même assez intéressant. Puis hier, on a eu aussi de très bons matchs et je pense une grosse surprise, n'est-ce pas Anthony? Oui. Il y a eu une grosse surprise. On a eu des belles performances dans les deux matchs. Donc, c'était quand même deux matchs fort intéressants en termes de surprise. Mais c'est sûr que le premier, là, on va en parler, mais Toronto-New York, là, je crois on s'en attendait pas. Avant le tournoi, on aurait pu s'en douter. Mais avec qu'est-ce qui s'était passé dans le tournoi, là, on s'attendait pas à une défaite de Toronto, là. Exactement. Donc, on commence directement dans le match, comme tu l'as dit. Donc, Toronto, New York City FC. Défaite de Toronto FC sur le score de 3-1. Victoire de New York City FC. Très sincèrement, oui, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. En tout cas, beaucoup d'observateurs de la MLS disaient que Toronto, c'est le favori du tournoi et ainsi de suite. Très sincèrement, j'ai pas été impressionné par Toronto depuis le début de ce tournoi, moi, personnellement. Et j'en avais déjà parlé. Je trouvais que la défense était assez friable. Au milieu de terrain, Bradley, c'était un peu trop lent. À côté de lui, toujours, il y avait Delgado. C'était un peu, pour moi, pas assez bon. Et puis, j'ai pas encore été impressionné par la nouvelle recrue, le nouveau joueur désigné, Pablo Piatti. Mais bref, on en parlera un peu plus tard. Par contre, une chose qui est très intéressante, et je l'ai dit ici sur le podcast MLS is back, New York City FC, pour moi, ça ne me surprend pas. Elle ne surprend pas du tout, même si ça me surprend ce résultat, mais de revoir New York City FC à ce niveau, ça me surprend pas. Parce que si jamais tu te rappelles un peu de ces matchs-là, Anthony, je pense que tu en as commenté un avec moi à un moment donné. Oui. Et si jamais tu te rappelles du tournoi de New York City FC depuis le début, sur les 3 matchs, ils ont gagné un match et les 2 autres qu'ils ont perdus, à chaque fois, mes invités et moi, on était d'accord qu'à chaque fois, c'était New York City FC a bien joué, sauf que malheureusement, ils se font encaisser un but. Et on sentait qu'on était proche de quelque chose qui faisait du sens du côté de New York City FC jusqu'au moment où il y a eu ce match hier. Mais ça a été toujours assez proche. Ils n'ont jamais été complètement dominés, New York City FC. J'ai pas trouvé, en tout cas, qu'ils ont été dominés. Peut-être un peu sur le match contre Orlando, où c'était assez difficile, mais contre Philadelphie, le premier match, on s'entend, en fait, on était même surpris comme quoi New York City FC, on perdait ce match-là, on s'attendait plus à un match nul, par exemple. T'en penses quoi? Est-ce que pour toi, New York City FC, c'était vraiment une question de confiance et une question de s'assurer que les choses rentrent en place avant de commencer à performer, parce qu'il y a quand même une très très bonne équipe et le collectif semblait bien aller quelque part. Oui, c'est ça, vraiment. Au début du tournoi, je pense que même toi et moi, on l'avait dit, c'était simplement une question de temps que les choses allaient se replacer. Et je pense vraiment là, que Ronnie Dela, c'est ça, avait la main sur son équipe, mais peut-être qu'il manquait d'assurance entre les joueurs avec les nouvelles consignes et tout. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il a vraiment trouvé son 11 type. C'est sûr, dans les premiers matchs, il avait tenté des nouvelles choses. Ça n'avait pas toujours marché, mais là, j'ai l'impression là, que ce 11-là, on va le voir très souvent cette saison si toutes les choses se mettent en place pour la saison régulière. Là, mais oui, ce 11-là là, risque d'être le 11 type là, pour Dela là, pour un très long moment, si les choses continuent à bien aller comme ça s'est passé hier. Là.
Effectivement, ben, tu parles de 11, donc on va les donner, les 11 de départ de ce match-là. Donc, New York City FC, on commence par eux, les vainqueurs. Donc, Sean Johnson dans les buts, Anthony Tinnerholm à droite, la défense centrale habituelle de Maxime Chanot, Alexander Cayens, à gauche, Ronald Matarita, au milieu de terrain, dans un 4-2-3-1, James Sands, Alexander Ring en tant que deux milieux défensifs / relayeurs. Les trois milieux offensifs, on a Ismaël Tadjouri Shradi à droite, Jesus Medina en tant que numéro 10 et Alexandru Mitrita à gauche. Bon, Medina et Mitrita se sont beaucoup échangé les rôles. Et en pointe, on avait Valentin Castellanos qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans ce 11 de départ-là. Du côté de Toronto, on a Quentin Westberg dans les buts qui reprenait sa place après ce petit intérim de Alex Bono. À droite, Auro en défense centrale, la défense centrale habituelle qui est Omar Gonzalez, Chris Mavinga. À gauche, Richie Laria. Toujours dans un 4-2-3-1, même chose du côté de Toronto. Donc, on a Bradley Delgado en tant que milieu défensif / relayeur. Les trois milieux offensifs, à droite, Pablo Piatti. En numéro 10, Nick DeLeon. À gauche, départ pour Jayden Nelson. Et en pointe, Alejandro Pozuelo. Mon ami Anthony, je suis sûr que tu as eu des choses qui t'ont vraiment, vraiment surpris dans ces deux 11 de départ-là. Oui, ben c'est sûr du côté de Toronto, voir Pozuelo en pointe, c'est assez ça m'a un peu surpris. Sinon, c'est sûr que voir Jayden Nelson débuter à gauche, c'est une autre petite surprise. DeLeon en tant que numéro 10, une autre grosse surprise. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est ça pour ma part, les grosses surprises se situaient dans le camp de Toronto. Je pense que Greg Vanney n'a pas eu le choix. Jose Altidore, je pense pas qu'il est encore à 100%. Jonathan Osorio aussi. Donc, peut-être ça l'a poussé Greg Vanney à faire ses choix. Mais quand je vois c'est sûr, c'est pas la crème de la crème, là, mais quand je vois un Patrick Mullins sur le banc, un Tsubasa Endo, je me dis que Greg Vanney aurait pu mettre Endo à gauche, Pozuelo en tant que numéro 10 et Patrick Mullins en tant que buteur. C'est sûr que Mullins, c'est pas le meilleur buteur de MLS, mais je pense que les joueurs auraient été à leur position, on pourrait dire, clé. Et je pense que New York s'en aurait un peu mieux sorti. Sinon, c'est sûr que du côté de New York, moi, pour ma part, c'est sûr, je m'attendais à peut-être avoir Hébert, mais au vu de qu'est-ce que Dela avait choisi là, depuis le début de la compétition, j'étais pas choqué de voir Castellanos débuter en tant que buteur. À part ça, c'est sûr que Maxime Morales aurait pu débuter directement à la place de Tadjouri Shradi. Mais par la force des choses, il est rentré en cours de match et on a vu vraiment sa splendeur. Là, mais c'est ça. Du côté de New York, ma grosse surprise, ça serait peut-être Tadjouri Shradi à la place de Morales. Et c'est ça, pour répéter, Toronto, ça serait vraiment, on pourrait dire, 3 des 4 joueurs offensifs. DeLeon, Nelson, Pozuelo, peut-être pas aux mêmes positions. Et j'en aurais sorti 2, là, DeLeon et Nelson. Parfait. Ben moi de mon côté, il faut dire que Toronto, Ayo Akinola, qui a fait sensation depuis le début du tournoi, s'est blessé au tendon. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas disponible, il n'était même pas sur le banc. Comme tu l'as dit, José Altidore n'est pas encore prêt. Même chose pour Jonathan Osorio, qui est quand même joué dans ce match-là, mais qui est pas prêt parce qu'il revient d'une longue blessure aussi. Donc moi, une chose que j'ai juste pas compris, Nick DeLeon, pour moi, a fait une très, très bonne saison dans un 4-3-3 comme le milieu relayeur à côté de Bradley. Je l'aime pas aussi devant que ça parce que je sens qu'il a tendance à complètement se perdre quand il se joue en tant que numéro 10 comme il a joué hier. Donc, moi, j'aurais un peu plus changé ça. J'aurais peut-être mis DeLeon à la place de Delgado, qui est pour moi un joueur vraiment surévalué. Et puis, j'aurais mis Pozuelo en 10. J'aurais mis Endo à gauche, puis j'aurais mis Nelson devant. Et je vais dire pourquoi, parce que bon, Nelson, c'est un attaquant de pointe, déjà. Puis, deuxième chose, avec Pozuelo, qui est dans sa meilleure position, qui est en numéro 10, et à côté de lui, Piatti et Endo,
je pense que le match de Nelson aurait été beaucoup plus simple. Au lieu d'animer quoi que ce soit, il aurait juste dû faire la finition, ce qui est un peu plus facile pour un jeune de son âge-là. On se rend compte, hein, il a 17 ans, le petit jeune, hein, le jeune Canadien, international déjà Canadien. Donc, bref. Et il y avait aussi un autre choix. Il y avait Jacob Scheffelberg qui aurait pu être aussi sur le côté. Donc, bref, il y avait plusieurs choix pour Greg Vanney. Celui qu'il a choisi, bien évidemment, comme le montre le score, était pas spécialement le bon. Il faut dire que la défense était horrible encore une fois. Du côté de New York City FC, il faut pas oublier que Morales et Hébert, les deux reviennent de blessure aussi. Donc c'est normal qu'ils étaient sur le banc. Par contre, tous les deux ont fait leur entrée et ils ont fait une entrée fracassante et on va en parler un peu plus. T'as pensé quoi de ce match-là déjà tactiquement, le début du match? Est-ce que tu as trouvé que ce match-là est allé exactement du bon côté, donc la meilleure équipe a gagné ce match-là? Ouais, ben, pour ma part, ça revient pas mal à ça. Vraiment, l'équipe la plus dangereuse est sortie victorieuse, mais c'est surtout le fait que peut-être que si New York n'aurait pas marqué après 5 minutes, le résultat aurait été complètement différent. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que très tôt dans le match, Toronto s'est vu être déficitaire d'un but. Donc, ils ont dû aller de l'avant un peu plus, se risquer un peu plus. Et on a vu quand Maxime Morales est rentré, il a fait une passe décisive et un but. Donc, vraiment, c'est ça. Du côté de Toronto, là, je pense qu'ils se sont fait avoir en début de match. Et c'est vraiment ça qui leur a coûté le reste de la rencontre parce que vraiment, après le premier but, on a quand même senti que Toronto tentait de revenir et tout. C'est même passé près à quelques reprises, mais vraiment non. Je dirais du début jusqu'à la fin, là, le NYCFC a quand même bien maîtrisé son match, j'ai l'impression pour ma part. Là. Ouais, t'as complètement raison. Ils ont vraiment bien maîtrisé. Ils sont rentrés très, très vite dans le match. Un but de Jesus Medina qui vraiment se refait une jeunesse grâce à ce tournoi de la MLS is Back. 2 buts déjà en 4 matchs. Quand tu penses que New York City FC, avant ce match-là, avait juste marqué 2 buts, c'est quand même assez fou que ce soit Jesus Medina qui est souvent celui qui se retrouve à l'auteur de ces buts-là. J'aime beaucoup ce que je vois de Jesus Medina qui était une grosse déception depuis qu'il a rejoint New York City FC, souvent sur le banc, c'est quand même un joueur désigné, ça allait pas très bien. Mais là, on voit comme une autre jeunesse. Et pour ceux qui se rappellent, ceux qui lisent Culture Soccer dans les 5 paris dingues pour la saison 2020, c'était mon choix. L'explosion de Jesus Medina avec New York City FC. C'est encore très, très, très tôt. Mais n'empêche, j'aime ce que je vois. J'ai comme l'impression que je serais pas loin. Je serais pas loin de cette prédiction-là. Je sais pas ce que tu en penses, Anthony, ça? Ouais, ben, c'est vrai, c'est très proche, là, vraiment, le NYCFC, là, on retrouve du poil de la bête, je pourrais dire. Ouais, exactement. Non, vraiment, c'est fou. Et tu as parlé un peu, bon, il y a eu cette blessure de Tajouri Shradi qui, bon, au début était quand même assez inquiétante parce qu'on s'est dit, bon, Tajouri Shradi, c'est quand même un joueur qui a été très, très bon depuis qu'il a rejoint la MLS, que ce soit l'année passée ou cette année, le début de cette année. Puis là, il se blesse à la 30e minute. Finalement, tu prends le risque de faire entrer Maxime Morales. Pour ceux qui se rappellent pas, Morales s'est blessé. On prévoyait 2 à 3 semaines d'absence. Finalement, il est revenu après 10 jours dans le dernier match. Il a joué un petit bout de match dans le dernier match. Puis là, il a quand même joué 60 minutes. Puis moi, j'ai eu peur quand il est rentré Maxime Morales et je me suis dit, merde, c'est possible que ce joueur-là se reblesse et puis là, on pourrait avoir une blessure beaucoup plus sérieuse. Mais finalement, Maxime Morales, à 33 ans maintenant, toujours extraordinaire. C'est vraiment le chef d'orchestre de ce milieu de terrain du côté de New York City FC. Tu en as parlé, une passe décisive, un but. Vraiment magnifique. Quel magicien ce joueur, n'est-ce pas, Anthony? Oui, vraiment, Maxime Morales, depuis son arrivée au NYCFC, il a toujours été sublime. Et qu'est-ce qui est un peu dommage dans son cas, c'est que j'ai toujours l'impression que du côté de la MLS, il est un peu sous-évalué, je pourrais dire. Les grosses vedettes de MLS comme Carlos Vela, il y a que la saison dernière,
Zlatan Ibrahimovic. Je passe toujours devant lui parce que c'est peut-être un joueur un peu moins connu. Mais vraiment, là, c'est un joueur incroyable. Il est arrivé en 2017 et depuis son arrivée là, en 91 départs, c'est 20 buts marqués et 45 passes décisives. Là. Donc, c'est assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en MLS qui ont fait ça et vraiment, c'est ça. Il fait un bien fou au NYCFC et également à la MLS. Et j'espère qu'à un moment, son talent va être reconnu, là, mais vraiment, non, il est incroyable et pour vrai, en ce moment, je pense il est dans le top 3 des numéros 10 en MLS, là, nul doute, là, je suis pas mal sûr de ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment un joueur vraiment sous-évalué, tout un joueur sur le ballon, bon finisseur, très pas du tout égoïste. Et je pense peut-être pour ça que il ressort pas autant que les noms que tu as nommés comme Ibrahimovic, Vela et ainsi de suite. C'est vraiment pas un joueur égoïste. Vraiment, il pense à toute l'équipe avant de penser à lui, avant de penser à mettre son but ou quoi que ce soit. Et bref, hier on l'a vu combien il a été généreux, que ce soit sur la passe décisive, super belle passe décisive pour Castellanos. Enfin, la passe décisive était pas mal, mais sauf que le but de Castellanos c'était magnifique, le deuxième. Et par contre, du côté de Toronto, on parle de New York City FC et on est en train de tresser les louanges de New York City FC, mais Toronto, il y a presque rien qui marchait hier. Hein. C'est ridicule comment une équipe qui est considérée comme une des plus fortes en MLS passe complètement à côté de son match. Sur les 2 premiers buts, je trouve que Quentin Westberg aurait pu faire mieux. Après, c'est facile à dire après coup, les tirs étaient quand même bons, mais sauf que un gardien qui est confiant et qui est vraiment dans les bonnes dispositions aurait pu faire un peu mieux. Peut-être qu'il y aurait quand même eu but, mais je l'ai trouvé quand même assez faible. C'est passé un peu sous son aisselle le premier but. Puis le deuxième, il touche, mais pas assez. Il faut dire que le tir était quand même assez fort. Mais je l'ai trouvé un peu moins confiant que d'habitude, Quentin Westberg. Tandis qu'au milieu de terrain, j'en ai parlé, Bradley Delgado, ça me plaît pas du tout dans le cas de 3-1. La défense centrale, horrible. Gonzalez et Mavinga, c'était vraiment pas du très bon jeu. Et on le voit sur le 3e but. Je sais pas si tu as remarqué dans les reprises, mais à un moment donné, quand il voit que le ballon, je pense que c'est Hébert qui ouvre les jambes et laisse passer le ballon sous lui pour que ça arrive à Maximiliano Morales. Oui, Maximiliano Morales. On voit Chris Mavinga qui est sur Hébert, qui regarde Morales et puis qui fait un geste de dédain comme si genre il fait merde, genre tu sais, comme si genre il abandonnait parce que Morales est tout droit seul devant Quentin Westberg. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de devant comme quoi c'était pas très normal et très logique l'attaque, les 3 milieux offensifs et l'attaquant, mais la défense et les deux milieux défensifs relayeurs étaient vraiment pas bons, ainsi que le gardien. T'en pensais quoi toi, Anthony? Non, vraiment, là, du côté de Toronto, c'est vraiment, on pourrait dire, là, une faillite collective, vraiment. Au milieu du terrain, ça marchait pas. En attaque, les joueurs semblaient pas à leur meilleure position, comme j'ai dit un peu plus tôt, et c'est ça, en défense, Gonzalez, Mavinga semblent avoir du mal. Vraiment, non, c'est dur de pointer quelqu'un du doigt là, dans cette défaite parce que j'ai l'impression que c'est pas mal toute l'équipe là, qui a du mal lors de ce match et c'est un peu dommage de voir ça quand on sait que c'est pratiquement la même équipe qui s'est rendue en finale l'année dernière. Mais c'est ça, c'est un mauvais match de Toronto. Ouais, ils nous ont pas habitués à ça récemment, donc c'est peut-être pour ça qu'on est un peu choqués, là, mais non, c'était pas leur jour là, hier. Là. C'était vraiment pas leur jour et le score aurait pu être beaucoup plus lourd, hein, Anthony. Il y a 2 transversales en fin de match pour Hébert. Une où il essaye de lober le gardien qui arrive directement sur la barre transversale et qui revient dans les bras de Westberg. Et la deuxième où sur un centre qui est complètement dévié, qui arrive aussi sur la transversale. Donc ça aurait pu être 5-1 très très facilement. Puis là, ça aurait été encore plus dangereux. Puis quand tu vois sur Toronto leur match, ils ont eu peut-être 1 ou 2 chances.
une d'entre elles, c'était le but de Mullins. Super beau but, en fait, à voir parce que il y a une longue transversale qui trouve Altidore, qui contrôle, qui donne fait une remise de la tête magnifique en plein dans la course de Patrick Mullins, qui met ça au fond des buts. Mais sauf que le reste du temps, c'était quand même assez pauvre, le jeu offensif de Toronto. Pourtant, ils avaient la possession, ils avaient le jeu parce que New York City FC avait marqué très tôt dans le match. C'est quand même bizarre parce que c'est une équipe d'habitude qui aime avoir la possession, mais là, on sent qu'ils savent plus quoi faire avec le ballon, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et, mais c'est sûr, c'est dur on pourrait dire, de bien contrôler la partie quand, dans ton dernier tiers, t'as pas utilisé ces joueurs-là de cette façon-là durant tout le tournoi et même dans les dernières rencontres. Je pense que De Leon au poste de numéro 10, c'est vraiment pas sa place de prédilection. Vraiment, il a rien fait de la rencontre. Pozuelo, c'est plus un créateur de jeu, c'est pas un finisseur. Donc, c'est sûr qu'au poste de buteur, c'est plus difficile. Hein. Il y a seulement un tir de tenter. Et Jayden Nelson, mais lui, à ce moment-là, à 17 ans, là, pourrait, dans l'état des choses, il a quand même bien fait. À 17 ans, là, dans un match à élimination directe, là, fallait pas trop lui demander. C'est quand même un des seuls de Toronto qui a fait un tir cadré. Donc, faut. C'était le plus dangereux, C'est selon moi, ça. Jayden Nelson. Dans bon, il était là pendant 57 minutes, là, et il est pas resté longtemps, mais c'était un des plus dangereux, je trouve. Bien évidemment, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de danger de la part de Toronto, mais il n'empêche, un des plus dangereux, c'était Jayden Nelson. Donc moi, j'aurais bien aimé le voir rester dans le match et peut-être sortir. Donc De Leon est sorti, Piatti. Et j'aimerais avoir ton avis sur Pablo Piatti. Je vais pas dire que je suis déçu parce que je m'y attendais. Ce n'est pas un joueur que j'ai en très haute estime, Pablo Piatti, pas parce qu'il est pas bon, au contraire, il était très bon, mais sauf qu'il a eu tellement de blessures dans sa carrière que je trouve que quand tu as eu tellement de blessures, tu perds beaucoup de confiance et tu perds un peu de qualité. Et j'ai pas trouvé si bon que ça. Et j'ai remarqué que des fois, parce que je regarde souvent les matchs, bon, parfois je les regarde en français sur TVA Sport, mais des fois je les regarde sur TSN ou sur d'autres chaînes américaines. Et on voit tout le temps, ouais, ils ont envie de dire que Pablo Piatti est extraordinaire, quel joueur, et ainsi de suite. Puis à chaque fois ils disent comme quoi il est bon, en fait, je le trouve pas si bon que ça. Je trouve pas que, par exemple, je trouve pas meilleur que Benezet l'année passée. Qu'est-ce que t'en Mhm. penses? Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est un joueur que, comme tu l'as dit, qui a été marqué par les blessures dans les dernières années. Il a quand même fait de grands clubs comme Valence, comme l'Espagnol de Barcelone. Donc, c'est quand même des gros clubs. Donc, on s'entendait à une grosse performance de lui là, dès le départ MLS. Mais comme tu le dis, c'est un joueur qui semble manquer de confiance. Peut-être pas à 100%. Il a peut-être pas confiance à 100% à son physique. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est toujours un peu plus difficile. Et il avait quand même de grosses chaussures à chausser, je pourrais dire. Là. C'était un peu pas poste pour poste, mais c'était un peu, on pourrait dire, le remplaçant de Victor Vasquez. En termes de renom, là, et vraiment, c'est pour ça que ça met quand même une pression. Mais comme tu le dis, là, vraiment, comparé à la saison dernière, là, Benezet faisait vraiment pas plus mal que lui, loin de là. Là. Je pense que Et il si n'était tu pas mets désigné. Il n'était pas joueur Ouais. désigné, Benezet, en plus. Donc, bref, pour un joueur désigné, je suis sûr que on n'a pas vu la grille des salaires encore, et puis je pense pas qu'on la verra cette année. Mais je suis sûr que pour le prix qu'il est payé, jusqu'à maintenant, moi, sincèrement, il ne me donne pas satisfaction. Après, on verra. C'est encore très très tôt dans la saison, en espérant qu'il y ait une saison régulière, mais on verra ce qui va se passer. J'aimerais qu'on parle, avant de passer aux meilleurs et aux pires joueurs de ce match-là, j'aimerais qu'on parle de ces buts-là, les buts de New York City FC. Premier but, juste comme ça, rapidement, parce que j'ai adoré. Les buts étaient tellement bien faits que j'ai envie d'en parler. Je le fais rarement, là, mais sur ce match-là, on dirait que c'était une machine de guerre qui
il avait enfin trouvé la bonne carburation hier, New York City FC. Et j'utilise beaucoup ce mot, machine de guerre, parce que hier, on avait vraiment l'impression qu'à chaque fois que New York City avançait dans la surface adverse, il y allait avoir un gros danger sous un but. Et effectivement, on le voit sur le premier, direct sur la première action, la passe magnifique d'Anton Tinnerholm pour Jesus Medina. Un latéral droit donner cette passe, tu as déjà vu ça, toi, Anthony? Moi, j'ai rarement vu ça. Surtout avec autant de joueurs autour de lui, c'était un coup franc, là, donc il avait au moins 5 joueurs autour de lui et faire une passe de cette qualité, c'est assez impressionnant. Il est vraiment allé à l'instinct. Il a reçu le ballon, il l'a tout de suite passé à Medina, donc fallait le faire, fallait la tenter. Vraiment, là, c'est une des belles passes d'hier, là, parce que vraiment, il n'a pas pensé pendant plusieurs secondes avant de la faire. C'était à l'instinct, au réflexe. Et c'est là qu'on voit le talent des joueurs professionnels. Là. C'était une passe magnifique avec une finition magnifique également. Là. Exactement. Et puis, ce que j'aime bien chez Castellanos, j'en ai parlé un peu du côté de New England aussi, où on avait Gustavo Bou, c'est que Castellanos, c'est quelqu'un qui, dès qu'il a une chance, il tire. Et on s'entend, c'est un Argentin, il a juste 21 ans, hein, il est très très jeune. Et moi, il m'impressionne. C'est pas quelqu'un que je voyais aussi bon que ça. Puis hier, ce que j'ai aimé, c'est que sur le deuxième but, oui, il a pris son tir, sauf que le tir était tellement bien placé. Vraiment magnifique. Il fait passer Omar Gonzalez pour un défenseur U12 parce que vraiment, Omar Gonzalez, vraiment, il a très mal fait son travail défensif sur le deuxième but. Mais tu penses quoi de la prestation de Valentin Castellanos et surtout sur ce deuxième but-là? Ouais, ben en fait, Ronnie Della va être obligé de se poser des grosses questions. C'est des questions qu'un entraîneur aime se poser, mais vraiment, là, Castellanos, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est sûr que Hébert n'est pas à 100%, mais vraiment, là, ça va être une belle confrontation, les deux, pour les voir en pointe. Et vraiment, donc, Castellanos, sur son but, sur le deuxième but, là, vraiment, la majorité des attaquants, ils finissent pas l'action. Là. Vraiment, c'est tout simplement magnifique. C'est une belle passe de Morales, mais vraiment, il n'est pas dans les meilleures conditions non plus pour inscrire un but. Et vraiment, comme tu l'as dit, il fait paraître Thomas Gonzalez comme un jeune joueur et vraiment Non, U12, j'ai dit U12, et je précise U12 parce que vraiment, c'était mauvais là. C'était vraiment mauvais. Mais bon, excuse-moi, je t'ai interrompu, Anthony. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, c'est ça. Vraiment, Castellanos, vraiment sur son but, c'était tout simplement superbe, mais vraiment également sur le match en entier, là, il a bien fait. Il a toujours mis ses coéquipiers dans les meilleures dispositions, a toujours été un danger permanent pour Toronto. Donc vraiment, là, une super prestation de sa part, mais vraiment, depuis quelques matchs, là, on sent qu'il prend de la confiance. On sent que Della lui fait confiance également. Là, donc vraiment, c'est un peu ce match-là, peut-être qui va être le match référence pour lui. Et vraiment, pour la suite des choses, là, je pensais pas dire ça après deux matchs de MLS is back, là, mais le NYCFC est de nouveau très dangereux. Ouais, effectivement, et ça, c'est là où on l'attendait en début de tournoi. Finalement, il y a eu ce gros problème à l'allumage. Puis là, on sent que, comme j'ai dit, on est en avance. Puis le troisième but, c'est pour moi le plus beau parce que c'est le plus collectif. On n'est même pas en contre-attaque, on n'est même pas en transition. On voit, je pense, c'est Rink qui lance celui qui est rentré, Gary McKay-Steven, à gauche. Gary McKay-Steven, il voit complètement la défense. Bon, c'est sûr que la défense de Toronto et puis Toronto essaie d'attaquer le plus possible. Donc, je pense que les replis défensifs sont pas faits comme il faut. Gary McKay-Steven, il centre un centre qui a l'air assez faible et qui sert pas à grand chose. On voit Hébert qui essaie de faire une talonnade, mais je pense même pas qu'il touche au ballon. Ça arrive à Maximiliano Morales tout seul devant le but.
Et bien évidemment, Morales, dans ce genre de situation-là, ben, ça fait but. Ça prouve combien New York City FC était à l'aise dans ce match-là. Ça fait 3-0 à ce moment-là. Tout a bien fonctionné pour New York City FC. Puis ça, c'est une preuve comme quoi c'est une équipe qui commence à prendre confiance, n'est-ce pas, Anthony? Oui, c'est sûr, vraiment, parfaite passe de Mikey Stevens. C'est des jeux comme ça qu'on se dit que vraiment, comme tu as dit, l'équipe commence à être très à l'aise. Et vraiment, je pense que peu importe l'adversaire, ils sont prêts à les affronter. Mais sur cette action-là, moi, qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux, c'est pas la passe de Mikey Stevens, moi, c'est la passe de Bob. Pas de Bob Bradley, de Michael Bradley. Ah, la passe de Michael Bradley avant, oui. La passe de Michael Bradley, vraiment, là, tu peux pas faire ce genre de revirement-là, surtout avec son expérience, avec l'importance qu'il a au milieu. Il peut pas se permettre de faire ça. Et par la suite, c'est vraiment lui qui a amené le but du NYCFC. C'est désolant de voir ça, surtout d'un joueur de sa trempe, là, et vraiment, ça résume un peu son match et le match de Toronto, mais vraiment, pour revenir là, au bon élève, pour revenir au NYCFC, non, c'est sûr que vraiment l'équipe semble vraiment avoir repris confiance et ça, c'est bien pour les partisans des Bleus, là, parce que vraiment, là, ils sont de retour où est-ce qu'ils étaient l'an dernier et même ils sont encore moins prévisibles vu que c'est un nouvel entraîneur. Là. L'entraîneur, il y a une différente façon de jouer, puis ça a l'air de fonctionner à présent. Donc pour toi, le meilleur et le pire joueur du match, c'était qui, mon ami Anthony? Oui, ben pour le meilleur joueur du match, du côté du NYCFC, hein, il y a plusieurs, plusieurs bons joueurs. Hein? Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais le donner à Maxime Morales parce que c'est un joueur qu'on ne savait pas à 100%. Il a dû rentrer en cours de match autour de la 35 minutes pour être plus précis. Oui, à la 35 minutes exactement. 30e, ouais. Et vraiment, non, il a desservi une passe décisive. Il a vraiment mis le dernier but, on pourrait dire le but d'assurance. À partir de ce moment-là, Toronto était tout simplement plus dans la course. Donc vraiment, je le mettrais à lui, mais je mettrais également là, une mention honorable à Castellanos qui a été superbe durant cette rencontre. Et sinon, au niveau du pire joueur, là, c'est sûr ça va dans le camp de Toronto. Mais rendu lequel, malheureusement, moi, j'irai avec Michael Bradley parce que c'est vraiment lui l'instigateur du dernier but. Et vraiment, ça a été... C'est le genre de joueur qui doit prendre ce genre de match-là en main quand il voit son équipe vraiment dépérir. C'est lui qui doit vraiment ressaisir les troupes et tout. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas été capable de le faire lors de cette rencontre. Mais on aurait pu nommer plusieurs joueurs. Pablo Piatti vraiment été absent. Pozuelo semblait pas être dans les meilleures dispositions également. Donc, il y a plusieurs choix, mais moi, j'irais avec Bradley. Mais je suis très curieux de voir le tien. Est-ce que ça va être notre joueur U12? Ouais, effectivement, mon pire joueur du match, c'est notre joueur U12, Omar Gonzalez, qui fait le géant Omar Gonzalez, parce qu'il est vraiment géant. Il fait 6 pieds 5, c'est quand même énorme. Donc, Omar Gonzalez, que j'ai trouvé vraiment nullissime. Il faut dire que depuis le tournoi, l'ancien international américain, je sais pas s'il est encore appelé, mais s'il est encore appelé, c'est que vraiment, ils ont des gros problèmes, l'équipe nationale américaine. Mais ça va pas du tout. Combien il a été bon depuis qu'il a rejoint Toronto, on a senti que c'était quelque chose qu'ils avaient besoin, d'avoir un autre défenseur central aussi bon que Mavinga. Mais Gonzalez, ça va vraiment pas du tout. Du côté du meilleur joueur, je suis complètement d'accord avec toi. Je choisis aussi Maxime Morales. J'aimerais juste donner quelques mentions spéciales un peu différentes. Grosse mention spéciale à Ronny Deila, l'entraîneur de New York City FC, qui a su replacer son équipe et croire en son système de jeu. Et c'est ça qui est important, c'est que pourtant, tout le monde se moquait un peu de New York City FC. Hein. Tout le monde disait, ouais, New York City FC. Et même nous, on était un peu surpris. On se moquait pas, mais on était un peu surpris du fait que c'était les gagnants du Supporter Shields l'année passée. Puis là, il se retrouve avec une victoire, 4 défaites
en 5 matchs en début de saison, si jamais tu comptes les matchs de MLS is back ainsi que les 2 premiers matchs de la saison. Ça fait quand même bizarre. Mais il faut dire que New York City FC, même l'année passée, avait mal commencé. Donc, c'est encore très, très tôt. New York City FC peut revenir. Après, il n'y aura pas 34 matchs cette année. En tout cas, si jamais le plan de la MLS continue, il y en aura juste 23. Donc, ce serait bizarre de les voir gagner la saison régulière, le Supporter Shield. Mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et comme je l'ai dit, ils n'ont pas été décevants dans les premiers matchs non plus, pas été dominés dans les premiers matchs. Donc, je pense que c'était une question de temps. Puis, on voit le vrai New York City FC. Donc, bravo à Dela. Mention aussi spéciale pour le pire joueur du match. J'ai pas du tout aimé le match de Pozuelo comme toi. J'ai pas du tout aimé son match. J'ai trouvé vraiment pas bon et Nick DeLeon non plus. Donc bref, plusieurs mauvais élèves du côté de Toronto, comme tu l'as dit. Mais Omar Gonzalez, pour moi, a été le plus mauvais. Donc voilà pour ce match-là. On passe au prochain. Un match qui était quand même assez intéressant à voir, le Sporting Kansas City contre les Whitecaps de Vancouver. Malheureusement, il n'y avait pas de but dans ce match-là, mais ça a fini au penalty sur le score de 3-1 pour Sporting Kansas City. Déjà, est-ce que tu t'attendais déjà à ce que Vancouver arrive à tenir le Kansas City à 0 durant ce match-là? Très sincèrement, moi, je m'attendais à une victoire assez large de la part de Sporting Kansas City et j'ai été étonné de voir Vancouver dans sa nouvelle formation à 3 défenseurs. J'ai été étonné de voir qu'ils ont tenu le coup autant, même si hier ils n'ont pas joué avec les 3 défenseurs, ils ont joué avec une défense à 4. Enfin, bon, presque une défense à 4. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une défense à 4 hybride qui se transformait à 5 de temps en temps. Donc, c'était très défensif comme schéma, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils tiennent autant le coup. Toi, tu t'y attendais, Anthony? Ben, c'est sûr que quand tu regardes l'effectif de Vancouver, c'est rien à leur enlever, là, mais vraiment sont assez décimés par les blessures ou par les absences de plusieurs joueurs importantes qui sont même pas allés au tournoi. Si on se rappelle, je pense que c'est 7 joueurs, dont Lucas Cavallini, qui se sont pas présentés au MLS is back. Donc, les joueurs Vancouver était déjà décimé. Il y a eu quelques blessures également. Donc, Vancouver débutait le match avec 6 ou 7 joueurs substituts, tandis que Sporting Kansas City en avait 11, si je ne me trompe pas. Donc, on sent vraiment, Marc Dos Santos a fait du mieux qu'il a pu avec l'effectif, mais c'est ça, sur le banc, là, c'était vraiment très, très jeune. Mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Vraiment, c'était un effectif assez jeune. Juste les 2 défenseurs centraux, Cornelius, 22 ans, Veselinovic, 21 ans. Donc, c'était très jeune. J'aimerais savoir la moyenne d'âge de cet effectif-là, mais vraiment, ça doit tourner autour peut-être du 24 ans. Là. Donc, c'est vraiment pas énorme. Mais c'est également du côté du gardien, Thomas Hasal. Je pense qu'on va en parler plus tard, mais il a fait une prestation incroyable. Mais c'est ça. Qui aurait pu prédire que ce match allait finir 0-0? Très peu. Et vraiment, c'est grâce aux 2 gardiens qu'on fait un travail énorme. Hasal en premier, mais aussi Milya qui a fait quelques belles arrêts. Mais non, c'est ça. Chapeau aux 2 équipes. Mais peut-être ça l'a pêché au niveau de la finition, là, au niveau de Kansas City. Oui, effectivement, ça a pêché au niveau de la finition, mais comme tu l'as dit, Marc Dos Santos a fait avec ce qu'il avait sous la main. Hein. Une très jeune équipe, très peu de joueurs, beaucoup de joueurs qui ne sont même pas prêts à jouer à ce niveau-là. 2 gardiens, les 2 premiers gardiens qui sont pas là, donc il doit jouer avec son 3e gardien. Donc le premier gardien, Maxime Crépeau, blessé. Le 2e gardien qui a pas fait le déplacement parce que il y avait un décès dans la famille. Et puis le 3e, c'était Thomas Hasal qui avait jamais eu de match professionnel avant
avant ce tournoi-là et qui a très bien fait. On va en parler un peu plus tard, comme tu l'as dit. Mais bon, oui, beaucoup d'absents de ce point de vue-là. Mais parlons de ces 11 de départ-là, parce que c'est ça qui nous importe. On parle un peu des joueurs individuels, puis on n'a pas encore donné ces 11 de départ, donc c'est important de les donner. Commençons finalement par Sporting Kansas City. Ça devient l'habituel un peu 11 de départ, hein, avec Tim Melia dans les buts, Graham Soucy à droite. En défense centrale, là, il y a un petit changement avec Graham Smith et Roberto Puncec. À gauche, Luis Martins. Au milieu de terrain, Ili Sanchez, Roger Espinoza et Gadi Kinda. Et à gauche, Kiri Shelton, à droite, Johnny Russell et en pointe, Alan Pulido. En tant que Vancouver Whitecaps, je pense à chaque match, il avait une formation différente. Cette fois-ci, il a choisi un 4-4-1-1. On a Thomas Assal donc dans les buts, comme on l'a dit plus tôt. Nerwinski à droite, à gauche, Christian Gutierrez, l'international canadien. En défense centrale, l'autre international canadien, Derek Cornelius, avec Veselinovic, qui a été quand même assez bon dans ce tournoi-là. À droite, le joueur désigné colombien Christian Dahomey. À gauche, le joueur désigné irakien Ali Adnan, qui est d'habitude un latéral, mais qui a joué un peu plus haut. Les trois milieux de terrain, donc deux milieux un peu plus défensifs avec Russell Tybert et Leonard Owusu. En tant que numéro 10, Wang Inbeom et en pointe, Theo Bair. T'as pensé quoi de ces 11 de départ-là? Ben, c'est sûr que au niveau du Sporting Kansas City, moi, ma surprise, c'est de voir Matt Besler sur le banc à la place de Graham Smith. Vraiment, je m'attendais à voir le vétéran Besler débuter. Peut-être c'est au niveau physique, peut-être que la chaleur d'Orlando et l'accumulation des matchs a fait qu'il n'était peut-être pas en jambes pour ce match. Sinon, je vais toujours être surpris à chaque match, mais ça commence on commence à être habitué, mais je vais toujours être surpris à chaque match de voir Kiri Shelton débuter à la place de Daniel Shelloy. Donc, non, vraiment, c'est ça mes grosses surprises du côté de Kansas City. Sinon, du côté de Vancouver, pas de grosses surprises, vraiment. C'est le mieux qu'il pouvait faire, j'ai l'impression. Vraiment, Reyna, je ne le voyais pas débuter à la place d'Inbeom. Donc, vraiment, je pense que pour les Whitecaps, j'aurais fait pas mal la même chose. Et vraiment, Marc Dos Santos semblait pas faire confiance aux joueurs qui étaient sur son banc parce que on le sait que la chaleur d'Orlando, c'est important de faire des changements. La MLS a augmenté le nombre de changements possibles. On peut aller jusqu'à 5 et Vancouver en a fait un seul. Ouais, écoute, quand tu vois sur le banc, Kmiri est blessé, donc il ne pouvait pas jouer. Baldissimo, Metcalf, Colin, Pechile, c'est tous des joueurs de l'académie qui ont fait quelques bouts de match dans le tournoi MLS is Back, mais ils sont encore trop tendres, même si j'aurais aimé voir un peu plus Colin. Rainer Pozo, c'est le repêché de la Super Draft, qui a bien fait dans le dernier match. Bizarre qu'il n'ait pas fait rentrer, j'aurais bien aimé le voir rentrer. Puis Reina, je pense que c'était encore la tactique de Marc Dos Santos, comme il a fait dans le dernier match où il a éliminé, où il est passé, il a gagné le match 2-0 face à Chicago Fire, au Chicago Fire. Et il voulait faire en sorte de rentrer Reina un peu en disant, si c'est 0-0, Reina va rentrer, va amener sa vitesse, puis on va peut-être trouver le fond du filet. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Sauf que, c'est pas comme s'il avait plusieurs choix de tactiques différentes qu'il pouvait faire avec ces joueurs-là. Donc, c'est assez difficile pour Marc Dos Santos. Par contre, je trouve que c'était bien dans le jeu. J'ai bien aimé ce que j'ai vu dans le jeu pour les Whitecaps qui, oui, c'est sûr, jouaient de manière défensive. On s'y attendait. Impossible de jouer avec ces joueurs-là de manière offensive ou d'une autre manière que ça. Sauf que ça avait l'air beaucoup plus étanche défensivement, mais aussi offensivement. Chaque fois qu'ils allaient à l'attaque, c'était dangereux. C'était dangereux parce que si tu regardes 8 tirs tentés par Vancouver, 5 cadrés. Donc voilà, c'était pas. Après, tu as 36 tirs du côté de Kansas City, 8 cadrés.
Donc, tu commences à voir un peu comment le match s'est déroulé parce que c'est exactement ça. Donc, on avait une équipe qui était à l'assaut, qui était Sporting Kansas City, mais par contre qui trouvait pas le fond des filets, qui trouvait pas les bonnes combinaisons ni la bonne façon de trouver le fond du but. Et d'un autre côté, tu avais une équipe de Vancouver qui attendait sa chance. Puis quand ils avaient ses chances, ben, c'était assez clair et net et assez dangereux sur les buts de Team Melia. Est-ce que j'analyse bien la rencontre selon toi, ou tu as pensé la même chose que moi, ou il y a d'autres choses que tu aurais dit? Ouais, non, en fait, c'est exactement ça. On le voit, c'est une possession de 63% du côté de Kansas City. Vraiment, ils avaient la possession du ballon. Ils ont tiré vraiment assez souvent. 36 fois pour être plus précis. Et du côté de Vancouver, c'était plus des contre-attaques. Mais par exemple, lorsqu'ils allaient à l'attaque, souvent c'était quand même quelque peu dangereux. Donc, du côté de Vancouver, ils ont quand même été efficaces lors de leurs attaques. Kansas City, peut-être un peu moins. Peut-être qu'il manquait un peu de finition. Mais Thomas Hasal les a volés assez souvent. Donc, on a déjà la relève de Crépeau. C'est intéressant à voir, mais vraiment, là, à la fin de la saison, sûrement qu'Hasal va se voir décerner le poste de numéro 2, mais vraiment, là, non, vraiment, tu as très bien décrit ça. Vraiment, Kansas City qui attaque, Vancouver qui défend, et assez rare que les rôles ont été inversés. Ouais, effectivement, c'était assez rare que les rôles ont été renversés, sauf que il y a eu, comme j'ai dit, la plupart des tirs dangereux du côté de Vancouver, ben, c'était sur des tirs de loin. On a cru qu'ils allaient jouer un peu le hold-up quand il y a eu le coup franc en fin de match pour Ali Adnan, l'international irakien, qui a tiré de loin. Ça a été pas très facile pour Team Melia en face. Par contre, pourquoi c'est pas très facile? Parce que je pense que si jamais il était un peu plus le tir était un peu plus sur la gauche de Melia, un peu plus dans le coin, ça aurait été beaucoup plus difficile. Pourquoi ce tir-là, si vous voyez le tir, il a pas l'air très fort. Ben, il est très fort par contre, mais il a pas l'air très bien placé. Mais quelque chose qui est très difficile pour les gardiens de but, c'est quand le ballon rebondit juste devant toi. Et c'est ça qui s'est passé, c'est que le ballon a été fuyant, pas vraiment à ras terre, mais pas vraiment trop haut. Et il a failli rebondir juste devant le gardien. Donc s'il était un peu plus vers la gauche, Team Melia aurait eu beaucoup plus de mal à marquer, à rendre et à capter ce ballon-là. Puis là, ça aurait pu faire le premier but du match et Vancouver aurait vraiment réussi son hold-up. Est-ce que pour toi, c'était tu as un peu sursauté sur ce coup franc-là parce que c'est passé très très proche, hein, très très proche de battre le meilleur gardien de l'année en MLS 2017, c'était pour Team Melia qui avait été nommé meilleur gardien de l'année. Donc, c'est passé proche ce tir d'Ali Adnan, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est sûr. Vraiment, c'est un tir qu'on voit que Melia, vraiment, il s'en est bien sorti. Et c'est là qu'on voit l'expérience des gardiens. Je pense qu'un gardien un peu plus jeune, peut-être même Hazel, aurait peut-être pas aussi bien lu la trajectoire du ballon. Donc, vraiment, chapeau Melia qui a fait un très bon travail pour faire l'arrêt. Et vraiment, non, c'était vraiment une belle rencontre, j'ai trouvé, malgré le 0-0. Les choses ont pris quand même beaucoup de temps à se lancer, mais à partir de la 40e minute environ, là, de la 40e jusqu'à la fin de la partie, là, moi, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. Et vraiment, les deux gardiens ont été super. Vraiment, chapeau à eux. Et ça m'a permis aussi de savoir que pour ce tournoi-là, il n'y a pas de prolongation. Donc, moi, je m'attendais à avoir des prolongations. J'ai vu des tirs au but et je me suis dit, bon, ça y est, le stress commence. Ouais, effectivement, c'est le premier match qui se termine en tir au but, comme on l'a dit la fois dernière. Il n'y aura pas
de prolongation. Donc, ça va direct au tir au but. Et je pense que c'est mieux comme ça parce que on sait que c'est un tournoi qui est là, oui, mais sauf qu'on a eu un arrêt pendant longtemps. Est-ce que les jambes vont tenir pour un autre 30 minutes? Surtout là qu'on est à des matchs d'élimination directe. Tu regardes comme une équipe comme Vancouver qui est complètement décimée. Je pense qu'ils n'auraient pas réussi à durer pour 30 minutes. Mais bon, finalement, peut-être que tu aurais vu ces fameux changements si jamais il y avait des prolongations. Mon cher Anthony, il aurait dû faire rentrer au moins 3-4 joueurs de plus parce que je pense pas qu'ils auraient tenu le coup du côté des Whitecaps. Séance de penalty assez intéressante, je trouve. On voit l'expérience de Team Melia. On voit l'expérience de Team Melia qui, sur les 4 tirs de Vancouver, et chaque fois aller sur le bon côté. 3 arrêts. Bon, enfin, 2 arrêts, un poteau. Et le seul penalty qui est rentré, il l'a touché. C'est fou de voir l'expérience d'un gardien comme ça. Et puis si jamais vous connaissez pas Team Melia c'est pas un joueur pour un gardien, il est pas très très grand de taille, il est autour de 6 pieds 1, donc 1m82, 83. Donc c'est pas très très grand pour un gardien de but. Donc le voir aussi confiant sur des pénaltys où tu as besoin, où ta taille est quand même assez intéressante d'habitude. Oui, il faut de l'agilité pour pouvoir descendre assez vite, mais c'est quand même assez intéressant de voir Team Melia réussir cet exercice de façon quand même assez brillante, n'est-ce pas, Anthony? Ouais, vraiment, Team Melia, c'est un excellent gardien. On le voit à chaque fois qu'il est sur les terrains. C'est rare qu'il fait des erreurs et vraiment sur cette séance de tir au but-là, on voit vraiment l'expérience. Il en arrête 3 au total, plus un poteau. Donc, ça fait 4 tirs manqués du côté de Vancouver, tandis que Hazel, il était souvent sur la trajectoire. Il a réussi à faire un arrêt. Et à 2 reprises, il était sur la trajectoire, mais il manque le ballon de peu où il redirige le ballon dans ses filets. Donc, on a vraiment vu la différence de niveau au niveau de l'expérience. Mais vraiment, chapeau à Melia qui a fait gagner son équipe. Et lorsque c'est sur des séances de tir au but, c'est jamais facile et il a réussi à bien s'en sortir, là. Exactement. Et Thomas Hassal, bravo à lui, en tant que 3e gardien. Je pense que personne s'attendait à le voir jouer aucun match dans ce tournoi-là. Puis finalement, il se retrouve. C'est lui qui qualifie son équipe en étant dans les buts face à Chicago. Et là, c'est lui qui garde sa cage inviolée avant les pénaltys. Donc, chapeau bas à ce jeune gardien de 21 ans seulement, qui vient tout juste d'avoir 21 ans, le 9 juillet, donc au début du tournoi. Donc, bravo à ce gardien-là qui, je pense, est promis à un super bel avenir. Faudrait par contre le voir jouer plus souvent. C'est sûr, être 2e gardien, déjà, le 2e gardien, c'est Brian Meredith, qui a jamais été un excellent gardien, que ce soit à Seattle ou autre part. Donc, ça m'étonnerait même pas que Meredith devienne 3e gardien, même au retour de la saison régulière. Et Hassal gagner cette place de 2e gardien. On sait que Crépeau est absent pendant quelques semaines. Donc, ça peut faire en sorte que ça donne du temps de jeu à un joueur comme Thomas Hassal. Donc, voilà. Pour toi, quels sont le meilleur joueur du match et le pire joueur du match dans ce match-là? J'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose de plus par rapport au déroulement du match et l'analyse du match. Je pense pas qu'il y avait quelque chose de plus à ajouter, mais je sais pas si toi, tu as quelque chose auquel j'ai pas pensé. Non, peut-être la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est vraiment, même si Hazel a été très bon, il y a quand même eu quelques gâchis du côté du Sporting Kansas City. Ouais. Vraiment, lorsqu'on voit que Vancouver était vraiment reculé, des joueurs comme Russell, comme Pulido, ils se doivent de faire la différence. C'est dans ce genre de rencontre-là qu'on les attend. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, si j'avais quelque chose à rajouter, ça serait peut-être ça. Mais vraiment, je pense, je dis ça, mais c'est quand même aussi Vancouver qui a très bien géré sa rencontre, là. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Vraiment, chapeau à Vancouver pour leur excellente prestation défensive. Et peut-être je donnerais
une petite mention c'est ça, à la tête de Kansas City qui aurait peut-être pu faire mieux un peu. Ouais, effectivement. Mais je pense que aussi, ils ont eu aussi un peu de malchance. Hein. C'est quand tu vois le tir foudroyant de Johnny Russell qui passe à quelques millimètres du but de Hassal, par exemple. Bon, après, Pulido a été maladroit sur quelques occasions aussi. Espinoza aussi qui est passé proche. Bref, il y a eu les chances, mais comme tu dis, ouais, il fallait faire plus. Il fallait faire plus du côté de Kansas City et pour battre cette équipe de Vancouver. Et il y a eu ce petit manque de finition, comme tu l'as si bien dit. Donc pour toi, quels sont le pire et le meilleur joueur de ce match-là, mon ami Anthony? Ouais, ben en fait, du meilleur joueur, vraiment, ça va au niveau des deux gardiens. Vraiment, c'est dur d'en nommer un. C'est sûr que pour son âge et son expérience, Hazel a fait quand même, je pense, a fait 8 arrêts. Donc, c'est vraiment une prestation superbe. Mais Melia a quand même été tranchant au niveau des penalties. Donc, les deux ont de beaux mots. Mais je dirais, j'ai le goût d'y aller avec Hazel, mais on n'a pas le choix d'y aller avec Tim Melia qui a fait gagner son équipe hier. Donc, au niveau du meilleur joueur, je dirais Melia. Et au niveau du pire, c'est quand même assez difficile. J'irais avec Pulido parce que heureusement, il y a quand même 9 tirs tentés, 3 de cadrés. Et lorsqu'on sait le talent de Pulido, si tu cadres 3 tirs, normalement, avec son talent, il est censé en rentrer au moins 2 dans les filets. Donc, j'irais avec Pulido au niveau du pire joueur. Très sincèrement, tu as visé exactement les joueurs que je voulais choisir, donc Tim Elia et Pulido. Par contre, j'ai des mentions spéciales aussi. Donc, tu as parlé de Hassal dans le meilleur joueur qui a été très bon, mais j'ai bien aimé aussi le match de Ranko Veselinovic que j'ai trouvé qui a été très bon tout au long de ce tournoi. Et du côté de Kansas City, j'ai adoré le match de Graham Suzy qui a été vraiment extraordinaire, ainsi que celui de Johnny Russell. Et j'ai jamais compris pourquoi il est sorti à la 67e minute, Johnny Russell, alors que Kerry Shelton est resté jusqu'à la 80e et qu'il n'a pas fait grand-chose, Kerry Shelton. Donc bref, pour moi, un match très encourageant pour le côté droit de Graham Soucy avec Johnny Russell. Et dans les pires joueurs, tu as parlé de Pulido. Un autre joueur que j'ai trouvé assez moyen, c'était Kerry Shelton, je pense, dans ce match-là. Même s'il a été très bon dans le tournoi depuis qu'il est là, mais dans ce match, je l'ai pas trouvé si bon que ça. Donc voilà mon impression par rapport à ça. Donc on dit au revoir aux 3 équipes canadiennes. Hein. J'avais chanté au Canada avec Antoine Latran, puis je suis sûr que maintenant il est en train de se moquer de moi dans sa petite barbe. Donc voilà, plus d'équipes canadiennes dans ce tournoi-là. J'étais content. Ça n'a pas duré longtemps, le fait que je sois content. Et là, on se retrouve avec plusieurs équipes qui se sont déjà qualifiées. Donc il y a déjà un quart de finale qui est déjà qu'on connaît déjà avec Philadelphie Sporting Kansas City qui se jouera le 30 juillet, donc dans 3 jours. D'un autre côté, on a New York City FC qui attend son adversaire qui se jouera entre Portland et Cincinnati et Orlando qui va connaître son adversaire ce soir, le match Seattle LAFC qui s'annonce électrifiant. Donc voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter, Anthony. Non, vraiment, c'est ce genre de match-là qui nous font aimer la MLS. C'est bizarre, hein? Mais certains adorent la MLS pour ses grands joueurs comme Carlos Vela, comme Pozuelo. Mais moi, je suis du type qui aime la MLS car on découvre tant des joueurs excellents, le futur de nos sélections nationales, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Et quand on voit Hazel qui fait une excellente performance, Cornelius qui continue à bien faire, des choses comme ça, c'est vraiment ça nous donne espoir pour l'avenir et vraiment chapeau aux 2 équipes qui ont mené une excellente bataille hier. Et pour revenir sur le premier match, vraiment, le NYCFC est de retour en forme et il va falloir faire attention dans les prochains matchs. Il semble déjà inarrêtable et c'est assez fou quand on sait, quand on se rappelle leur performance des 2 premiers matchs. Donc vraiment,
Reste à savoir jusqu'où ils vont aller. Vraiment, vraiment la MLS, c'est toujours un tas de surprises et vraiment, ça va être dur de faire des prédictions pour le prochain tour. Ouais, effectivement, ça va être extrêmement difficile. En tout cas, en MLS, ça a toujours été le cas. Impossible de prédire quoi que ce soit en début d'année. Même si on le fait, hein, on l'a fait dans le guide, on a fait plein de choses et on l'a fait à chaque année. Sauf que, il y a certaines choses qu'on vise et il y a des choses où on passe complètement à côté. Donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour ce podcast de MLS is Back. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Anthony, d'avoir été là. Et à demain pour un nouvel épisode du podcast MLS is Back sur Future Soccer.